Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette édition du 13h. Dans l'actualité de ce samedi 6 août, la réouverture du zoo de la Teste de Buch en Gironde. Des centaines d'animaux avaient été évacués en urgence il y a 3 semaines au plus fort des incendies. Ils sont de retour pour le plus grand plaisir des visiteurs venus en nombre ce matin. Va-t-on manquer de lait dans les prochains mois à cause de la sécheresse? Il y a un risque de pénurie selon le principal syndicat agricole. Les éleveurs réclament des aides d'urgence. Flambée de violence au Proche-Orient, les échanges de tirs se sont multipliés ces dernières heures entre l'armée israélienne et l'organisation djihad islamique basée à Gaza. Alors faut-il craindre une nouvelle escalade? On trouvera Lucas de Villepin à Jérusalem. Le spectacle fascinant de la Nuit des Étoiles, la 32e édition. Télescope des étoiles filantes et des planètes lointaines. 200 000 amateurs d'astronomie sont attendus tout au long du week-end. Reportage près de Rennes. Et puis nous rendrons hommage au père de Casimir, Christophe Izard, le créateur de l'émission culte L'île aux enfants, est mort dimanche dernier. Il a révolutionné les programmes jeunesse à la télévision. Témoignage à suivre. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est l'un des symboles de la fin des incendies en Gironde. Le zoo de la Teste de Buch, l'un des plus grands de France, a rouvert ses portes ce matin. Des centaines d'animaux menacés par les flammes avaient été exfiltrés en urgence il y a 3 semaines. Une opération d'une ampleur inédite en Europe. Il y avait foule ce matin pour les retrouvailles. Nicolas Fleury avec Vincent Pifteau. À peine les grilles ouvertes, les visiteurs se pressent au zoo du bassin d'Arcachon. Après 3 semaines de fermeture liées aux feux de forêt, tous sont impatients. On est en vacances ici et on attendait que ça arrive. On avait vu que ça n'arriverait pas tout de suite, donc on a attendu quelques jours. Une pause forcée en pleine saison estivale. L'équipe espère limiter les pertes. Vu les événements qui s'étaient passés, on pensait que le public ne serait pas là, mais on voit qu'ils sont présents et ça nous fait chaud au cœur. Alors que l'incendie se rapprochait, 370 animaux étaient évacués en urgence. Aujourd'hui, de retour à la Teste, ils ont déjà repris leur marque. Beaucoup d'animaux ont été entraînés à rentrer volontairement dans les caisses. Donc tout a été très calme et serein. Donc ça a été quelque chose qui a été effectué sans stress pour eux. Les animaux les plus imposants, eux, ont dû rester sur place, malgré la fumée. Yari! Pendant le temps de l'évacuation, ils ont été enfermés dans les bâtiments pour pas qu'ils soient exposés aux fumées. Et en fait, on avait calfeutré toutes les ouvertures avec des linges humides, ce qui leur a permis de rester relativement tranquilles. En fait, on a constaté qu'aucun d'entre eux était stressé ou perturbé par la situation. Les premiers visiteurs sont ravis de ces retrouvailles. On se posait un peu la question de qu'est-ce qu'on allait voir et puis finalement on voit que tout le monde a repris ses marques et que tout a l'air bien pour eux, donc c'est vraiment le principal. Il faut les soutenir, il faut être présent et même s'il manque quelques animaux par rapport aux belles périodes, c'est un plaisir de retrouver cet endroit de nouveau ouvert. Une 60aine d'animaux n'ont pas encore retrouvé leur place. Ils seront de retour ici dans les prochains jours. Et ce week-end encore, le risque d'incendie est très élevé. Par prévention, la plupart des massifs forestiers du Var et des Alpes-Maritimes sont fermés au public. Interdiction totale de s'y promener. L'une de nos équipes était aux côtés des pompiers dans le massif de l'Estérel sous haute surveillance. Reportage ce matin, Héloïsa Patricio et Daniel Gerner. Accès interdit. Les panneaux ont été changés tôt dans la matinée. C'est écrit sur toutes les entrées du parc, mais cette famille de vacanciers ne les a pas remarqués. Là, on a fait une petite balade d'une demi-heure, aller-retour. On est resté sur les sentiers. Sur leur chemin, ils auraient pu croiser Pierre et Annick. Ils font partie de la réserve communale de sécurité civile. Oui, c'est pour annoncer le départ de la patrouille. 1 véhicule et 4 personnes. C'est un message bien reçu, bonne patrouille. 3 fois par jour, les bénévoles du village sillonnent les pistes de l'Estérel en période de risque sévère d'incendie. Ils s'assurent qu'aucun visiteur ne s'aventure ici. C'est interdit à pied pour que les personnes qui prendraient ce risque ne se retrouvent pas au milieu d'un feu qu'ils n'ont pas vu ou qui a gagné un peu rapidement. Et donc ces gens-là obligeront les pompiers à venir les secourir en premier avant de s'occuper d'attaquer le feu. Il n'a pas plu depuis des mois dans le massif. Les sols sont secs, les pins et les mimosas sont grillés par le soleil. Une simple étincelle pourrait provoquer un départ de feu. Aujourd'hui, donc, on aura le groupe d'intervention en feu de forêt Charlie 3
qui est basé au Collège des Mimosas à Mandelieu. Pour éviter le pire, les sapeurs-pompiers sont postés en surveillance au cœur du parc et dans les alentours. Le dispositif que nous alignons aujourd'hui représente 46 sapeurs-pompiers et 14 véhicules. C'est pratiquement, je dis, 100% d'augmentation de mon effectif quotidien, uniquement pour la défense de la forêt et la surveillance sur ce risque-là. Le vent, c'est ce que redoutent les pompiers. Si le Mistral venait à se lever, il pourrait être redoutable. Autre titre, va-t-on manquer de lait en France dans les mois qui viennent ? À cause de la sécheresse, il y a un risque de pénurie selon le principal syndicat agricole. Les éleveurs réclament des aides d'urgence. La filière est déjà durement touchée par le Covid et la guerre en Ukraine. Explication Maëva Damois, Margot Gésio. Ces vaches de Franche-Comté sont au régime sec. Pas d'ombre, pas d'herbe à manger. Romain Quinchon, rencontré cette semaine, n'a pas d'autre choix que de les rentrer et de puiser dans ses réserves de fourrage. Là, elles sont passées en ration hivernale, c'est-à-dire qu'on tape déjà dans les stocks qu'on devrait utiliser seulement à partir du mois de novembre. Impossible de garder ces 100 vaches à l'abri de la chaleur toute la journée. Les bêtes sont en stress thermique. Résultat, l'éleveur affirme que sa production laitière a chuté de 45%. Les syndicats d'exploitants agricoles craignent une pénurie. Dans les 6 prochains mois, il manquera de lait au niveau des industries laitières en France. Et je le dis, on a un métier qui demande de prévision. Une vache, pour qu'elle fasse un veau, il faut à peu près 1 an. Ce veau va mettre en production dans 3 ans. Donc vous voyez à peu près le laps de temps. Et donc quand on perd de la production à travers le cheptel-mère, il faut 4-5 ans pour le constituer. L'organisation appelle à mieux rémunérer les producteurs, tout comme la filière lait de la Confédération paysanne. Toutefois, cette dernière ne croit pas en la pénurie et rappelle que la France est le 2e producteur européen de lait. 4 litres sur 10 sont aujourd'hui exportés. Cette sécheresse historique a entraîné une décision rarissime, la fermeture de 2 refuges du Mont-Blanc pour dissuader les alpinistes de s'y aventurer. Avec les canicules à répétition, les chutes de pierres se sont multipliées ces dernières semaines, rendant l'ascension particulièrement dangereuse. Eugénie Meyer, Renaud Gardette et Ingrid Pernet du Parc. Regarde en haut, regarde la taille des blocs en haut là, regarde le morceau là, regarde ça. Depuis plusieurs jours, des chutes de pierres spectaculaires. Sur ces images, un éboulement filmé juste après le passage de 4 alpinistes, tout près du refuge de la Tête-Rousse, sur le massif du Mont-Blanc. Une ascension devenue trop dangereuse, décision est prise de fermer les refuges jusqu'à nouvel ordre. Hier soir, il y avait 79 alpinistes qui passent devant les gendarmes et qui disent de toute façon, moi j'y vais et je saute entre les cailloux. Donc si vous voulez, là c'est stop, on ferme les refuges, Tête-Rousse, Goûter, et il y aura toujours les gendarmes et la brigade blanche pour faire respecter cet arrêté. Des glissements rocheux et des crevasses causées par la sécheresse. Mi-juillet déjà, l'ascension était déconseillée. Arrivés au col du Midi, plusieurs grimpeurs, dont cette alpiniste norvégienne, ont dû stopper leur progression. Les guides ont annulé l'ascension du Mont Blanc à cause de la météo. Je pense qu'ils connaissent la zone et les conditions. Une transformation du paysage marquante pour ce touriste écossais déjà familier des lieux. C'est fou, ça a beaucoup changé. C'est effrayant de voir à quel point c'est en train de disparaître. Fermer les refuges, ultime tentative pour dissuader les alpinistes de s'aventurer sur le massif du Mont Blanc, une décision soutenue par les guides locaux. Un gros éboulement, ça peut être un pan de montagne entier qui part avec des milliers de mètres cubes et qui fait des dégâts considérables. Enfin, que ce soit un gros pan de montagne ou des petites pierres, si on est dessous, c'est pareil. À cause du dérèglement climatique, la fonte des glaces risque de s'aggraver. Selon un rapport du GIEC, les glaciers de basse altitude en Europe centrale pourraient perdre jusqu'à 80% de leur volume d'ici à 2100. La politique, c'est la fin ce week-end de la session parlementaire et donc le début des vacances pour les membres du gouvernement, tenus de rester à moins de 3 heures de Paris pendant ces 2 semaines de pause estivale. Alors quel programme ? Quelle destination ? On voit tout cela avec Alexandre Pérou, Caroline Motte et Yann Moine. Ces derniers jours sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas caché leur impatience. Après une année intense, les membres du gouvernement sont partis en vacances. Direction par exemple le Pays Basque pour Bruno Le Maire, le Cotentin pour Pape Ndiaye et le Loir-et-Cher pour Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture.
Mais la grande majorité a choisi le sud-est, à commencer par la première des ministres. Direction le Var pour Elisabeth Borne. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti profiteront eux aussi des bords de la Méditerranée, tout comme Gabriel Attal. Pour le ministre des Transports Clément Beaune, ce sera la Provence, au programme repos et lecture. Et pour un ministre, même les livres de l'été ont un sens politique. Ouais, j'ai beaucoup de retard dans les livres que j'achète parfois et que je n'ai pas le temps de finir, ou même parfois de commencer. Et il y a un livre de Kundera que je voudrais relire, qui s'appelle La lenteur, ralentir un tout petit peu pour réfléchir, prendre du champ et se reposer tout simplement. Je crois que c'est sain aussi pour mieux travailler ensuite. Pour autant, pas de droit à la déconnexion pour les ministres. En cas d'urgence, c'est retour express à Paris. Ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Roger Carucci se souvient aussi que le portable, les dossiers et les officiers de sécurité ne sont jamais bien loin dans la maison de vacances. C'est un blocos, c'est un bunker. Il y avait 10 gendarmes et policiers autour. Alors évidemment, le côté un peu, comment dire, coupure, vacances, sérénité, c'est assez curieux, quoi. Quand vous dites, dès que je sors, dès que j'ouvre une porte, je vois un policier ou un gendarme. Bon. Pendant ces 2 semaines, certains devraient quand même faire quelques déplacements pour se montrer au travail. La rentrée officielle du gouvernement, ce sera le 24 août pour le Conseil des ministres. L'actualité à l'étranger et cette nouvelle flambée de violence au Proche-Orient. Le djihad islamique a lancé la nuit dernière une centaine de roquettes depuis Gaza vers Israël sans faire de victimes. Réplique à la mort de l'un de ses chefs dans une frappe israélienne hier. On retrouve Lucas de Villepin en direct de Jérusalem. L'État hébreu cible donc ce groupe armé palestinien qu'il considère comme terroriste. Oui, depuis plusieurs jours, Israël cherche à affaiblir le djihad islamique. D'abord en Cisjordanie, où l'armée israélienne a mené plusieurs coups de filet la semaine dernière et la nuit dernière, où une vingtaine de membres du groupe terroriste ont été arrêtés. Et puis à Gaza, que l'aviation israélienne pilonne depuis hier. Vous l'avez dit, c'est un chef hier de ce groupe terroriste qui a été éliminé à Gaza. Pour le moment, pas de signe d'accalmie ou de négociation entre l'État hébreu et le djihad islamique. Le Premier ministre israélien, Yair Lapid, qui est entré en fonction il y a moins de 2 mois, veut montrer sa fermeté face au groupe terroriste palestinien, au groupe armé palestinien. Il y a des élections dans 3 mois et pour ce nouveau chef de gouvernement de centre-gauche, il faut montrer qu'aucune concession ne sera faite. Merci beaucoup Lucas pour toutes ces explications depuis Jérusalem. Une image de la guerre en Ukraine. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, qui est actuellement sous occupation russe. Selon les autorités ukrainiennes, il y a des risques de fuite radioactive. En temps normal, le site alimente en électricité 20% du pays. Des œuvres d'art pour lutter contre la pêche illégale. Étonnante initiative dans la baie italienne de Talamone. C'est un site protégé. Des artistes bénévoles ont conçu des sculptures qui ont ensuite été immergées pour briser les filets des chalutiers. Avec succès. Reportage Alban Micosi, Manuel Chiarello. C'est un musée sous-marin avec une vingtaine de sculptures mystérieuses. Difficile d'en définir le style. Sans doute parce qu'ici, l'objectif premier n'est pas la visite. Ces statues sont là pour décourager la pêche illégale en brisant les filets des chalutiers. Et ça fonctionne. Nous sommes dans la baie de Talamone, en Italie, face à la Corse. Une zone littorale protégée où la pêche industrielle est théoriquement interdite. Mais jusque récemment, les chalutiers y venaient quand même. À force, Paolo Fanciulli, lui-même petit pêcheur, en a eu marre. La pêche industrielle utilise un chalut qui racle les fonds marins. Il détruit les plantes, les œufs de poisson, leurs habitats, ravage les espèces. Le mien est un filet qui ne bouge pas. Un ami propriétaire d'une carrière de marbre lui a offert des blocs qui pèsent entre 10 et 15 tonnes chacun. Des artistes bénévoles imaginent ensuite les œuvres qui ont été immergées entre 5 et 8 mètres de profondeur. Et quand les chalutiers raclent les fonds, leurs filets se déchirent. Ils sont furieux mais ne peuvent pas aller se plaindre à la police puisqu'ils n'ont rien à faire là. Et voilà comment Paolo Fanciulli a gagné la première partie de son pari. La pêche ici est redevenue plus responsable. Les dauphins avaient disparu. Ils sont revenus parce qu'ils trouvent à nouveau des poissons pour se nourrir, même près du littoral. Effectivement, les dauphins saluent le travail. Dans ces eaux,
Les dorades, les ombrines ont réapparu. Le musée a eu raison de la pêche industrielle. Et l'initiative est saluée par ses visiteurs, attirés par la renommée naissante des lieux. Nous allons repenser à tout ce qu'on a vu ici et certainement changer nos comportements. C'est une excellente idée qui relie la nature, la culture et l'environnement. Désormais, Paolo veut aller plus loin et élargir la zone protégée jusqu'à l'embouchure d'un parc naturel un peu plus au nord. Pour cela, il va multiplier les obstacles et donc agrandir son musée. Voilà pourquoi de nouveaux blocs sont en cours de finition. Des blocs comme celui-ci, on doit encore en sculpter 60. Ils ont été offerts par les propriétaires des carrières de marbre de Carrare. Ils seront sculptés, puis mis en mer afin d'atteindre l'an prochain notre objectif de 100 statues sous-marines au total. La différence, c'est que cette fois-ci, il gardera secret les emplacements où ces sculptures seront déposées, histoire d'ennuyer encore un peu plus les contrebandiers de la pêche industrielle et faire de cette côte sauvage un paradis non seulement pour les yeux, mais aussi pour les espèces marines. À présent, quelques instants de poésie céleste. La 32e édition de la Nuit des Étoiles a débuté hier soir dans les télescopes. Un spectacle fascinant, étoiles filantes et planètes lointaines. 200 000 personnes sont attendues tout au long du week-end sur les sites dédiés à l'événement. Reportage près de Rennes, Odile Longueval, Sandrine Ruot. Le soleil se couche, la nuit tombe et livre un spectacle céleste, saisissant. Un balai d'étoiles filantes traverse le ciel. Ici, près de Rennes, des centaines de curieux ont veillé pour l'admirer. Faire des vœux, bien sûr. On est tout petit dans cet univers et justement, c'est là où, quand on voit ça, c'est waouh. Cette pluie d'étoiles se produit chaque année au mois d'août, quand la trajectoire de la Terre croise celle des Perséides, un nuage de poussière créé par une comète sur notre orbite. Autre attraction, les planètes. Elles se révèlent dans les télescopes. Jupiter et ses bandes nuageuses, ou encore Saturne et ses sublimes anneaux de glace. On a du mal à réaliser un petit peu ce qu'on voit, à se dire elle est là, quoi. On a l'impression que c'est juste une image posée dans le télescope. On se dit, voilà, il y a quelque chose de lointain qui existe, qui paraît tout petit, mais quand on grossit, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous, quoi. Une féerie rendue possible par les amateurs d'astronomie, venus partager leur passion. Le public demande souvent les mêmes choses, comme voir Saturne, voir Jupiter. Mais en fait, nous, on s'en lâche jamais. Moi, je m'intéresse à ça depuis que je suis tout gamin. L'observation du ciel est plus poussée encore, avec ce télescope motorisé. Il suit les mouvements d'objets célestes pour les photographier, comme cette nébuleuse, nuage de gaz et de poussière. C'est une photo en direct que je prends toutes les 3 minutes, là. Donc on est sur les dentelles du cygne, ou aussi appelé le balai de la sorcière. C'est cool de pouvoir justement avoir l'occasion en tant qu'humain de voir ça comme ça, quoi, de cette manière. Les animations pour les Nuits des Étoiles se poursuivent jusqu'à demain soir partout en France. Mais les Perséides, elles, seront visibles tout au long du mois d'août. Voici venu le temps des rires et des chants. Vous avez sans doute déjà fredonné ce refrain de L'île aux enfants, émission culte qui aura duré près de 1000 épisodes. Un mythe en deuil après la mort dimanche dernier de son créateur, Christophe Izard. Retour sur les temps forts de cette émission qui a marqué des générations. Karina Zopardi, Steven Pichavant. Nous avons fait le test sur les bords de Marne. Il ne nous a pas fallu longtemps avant de rencontrer des fans. Voici venu le temps des rires et des chants. À l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. 48 ans après sa première diffusion, l'émission est restée ancrée dans la mémoire d'une génération entière. C'est toute une nostalgie, c'est notre Madeleine de Proust, en tout cas pour ma génération.
C'était l'insouciance, c'était franchement très sympa. Le personnage star, c'était Casimir et sa fameuse recette du gloubi-boulga. Vous mettez 100 grammes de chocolat en poudre, 100 grammes de confiture de fraises de bonne qualité, 2 cuillères de moutarde ordinaire. Casimir, c'était lui, Yves Brunier. Et voici son antre secrète où reposent les marionnettes de l'île aux enfants qu'il a créées. Qui c'est ces gens-là? Ils sont venus pour toi aussi. Pour moi? Ah, s'ils sont venus pour moi, c'est différent. Il est toujours surpris et ému que ces personnages aient autant marqué leur temps. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens de 50 ans qui ont la larme à l'œil et qui ont la nostalgie de ces émissions, de ce personnage, de cette époque. C'est important. 1000 épisodes, 7 ans d'émission et un caractère défini par la lettre G. Gentil, gourmand, gaffeur, ouais, et alors? Casimir a traversé les décennies avec un succès jamais démenti. Passant de l'Élysée à l'opéra, et des bras de Sheila à ceux de Laure Adler. Un mythe du petit écran, devenu un mythe tout court. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre 13h15 le samedi, votre magazine présenté par Laurent Delahousse. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bel après-midi. À ce soir.